sommaire de votre journal. Vaccination anti-Covid d'une nouvelle tranche d'âge ciblée, celle des 65-60 ans. L'opération est donc amenée à s'accélérer avec l'espoir de progresser dans les délais fixés vers l'immunité collective. Nous suivrons un reportage dans un centre de vaccination de Salé. Un haut responsable de l'UNESCO visite le chantier de restauration du mythique café mort des Oudaya. Le directeur général de l'Organisation pour la région MENA met en avant le caractère historique de ce lieu de mémoire collective. Les violences faites aux femmes, une problématique qui ne cesse de miner la société et est au cœur des travaux de recherche de plusieurs chercheurs. 4 parmi eux ont été primés pour la pertinence et la qualité de leurs travaux. Les détails dans quelques minutes. Bonjour, l'annonce a été faite hier et c'est désormais chose faite. La campagne nationale de vaccination est désormais officiellement élargie à la tranche d'âge. C'est cela entre 65 et 60 ans. Avec l'élargissement des catégories ciblées, le ministère de tutelle aspire à progresser vers l'immunité collective. Ce matin, nous avons rencontré les premiers bénéficiaires de cette tranche d'âge à Salé. C'est un reportage réalisé par Mohamed Touanina ou Salim Ghri sur un commentaire de Nisri El Hamdaoui. Regardons. Complexe sportif L'Ghrabliya à Salé. Ici, à l'instar des autres villes du royaume, la vaccination tend vers son rythme de croisière. Elle cible cette fois-ci une autre tranche d'âge, entre 55 et 60 ans. Visiblement, tout se passe dans une grande fluidité. L'accueil est à la hauteur de nos attentes. Figurez-vous que je n'ai rien senti lorsqu'on m'a inoculé le vaccin. C'est d'ailleurs ma première dose. Au début, j'étais un peu réticente à l'idée de me faire vacciner. Mais maintenant, toutes les craintes se sont dissipées. J'ai pu prendre un rendez-vous par SMS. On m'a rapidement répondu. Et c'est fait. J'ai reçu ma première dose sans problème. L'adhésion à l'opération de vaccination par les personnes cibles est forte. Les gens sont conscients de l'importance de la vaccination. C'est le seul moyen pour lutter contre ce virus et atteindre cette immunité collective que tout le monde espère. La relance effective de l'opération de vaccination dans les 4 coins du pays intervient après la réception hier d'un nouveau lot de vaccins. À peu près 500 000 doses du Sinopharm, le vaccin chinois. Voilà ce qui va permettre au pays d'élargir à partir d'aujourd'hui, mardi, sa campagne. Pour cela, le ministère appelle l'ensemble des citoyens âgés de 55 à 60 ans à adhérer à ce grand chantier national de vaccination. L'enjeu est de taille, progresser vers l'immunité collective escomptée. Les personnes concernées n'ont donc qu'à envoyer un SMS au numéro gratuit 1717 ou consulter le site leqahcorona.ma pour obtenir la date du rendez-vous de la vaccination et connaître le lieu où elles seront vaccinées. Et justement, avec l'élargissement des catégories des bénéficiaires et l'arrivée de nouveaux lots de vaccins, l'opération de vaccination devrait accélérer sa cadence. Au total, 10 millions de doses du vaccin Sinopharm sont attendues par le Maroc durant ce mois d'avril et le mois prochain également. Où en sommes-nous alors dans ce projet ambitieux d'immunisation collective? Eh bien, pour en parler, c'est l'épidémiologiste Jafar Heikel qui nous rejoint en direct de Casablanca. Professeur, bonjour. D'abord, un topo général. Où en sommes-nous, je le disais, exactement concernant la vaccination des catégories fragiles et puis des frontliners, professeur? Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Le Maroc a entamé sa stratégie vaccinale de façon extrêmement optimale, puisque les professionnels de santé et puis ce qu'on appelle les agents stratégiques, les militaires, les policiers et ce qu'on appelle les missions stratégiques du ministère des Finances, l'Éducation nationale ont été vaccinés, donc les personnes âgées de 75 ans et plus, puis on est descendu à 65, 60 et aujourd'hui 55 ans avec une bonne partie de la population cible, plus de 15% est vaccinée avec le premier vaccin et à peu près donc 12 à 13% avec la deuxième dose pour nous permettre d'arriver à l'immunité collective dans les 2 ou 3 prochains mois. Et je vous rappelle que le Maroc fait figure de leader
en matière de stratégie vaccinale avec une gestion très intelligente des stocks de vaccins que nous avons. Justement, vous mettez en avant la stratégie vaccinale pour laquelle le Maroc a opté. Quel regard portez-vous sur cette stratégie, sur la façon dont le Maroc a géré de façon globale cette grande opération de vaccination qui est cruciale, puisqu'il faut le dire et le rappeler, il y a quand même une sérieuse crise mondiale d'approvisionnement en matière de vaccins. Oui, tout à fait. Le Maroc a géré de façon intelligente, d'abord parce qu'il a choisi les populations prioritaires, celles qui sont les plus vulnérables et exposées. Et puis ensuite, il a géré ses stocks de vaccins de façon intelligente. Et puis ce qui est important, c'est qu'il a permis d'avoir une diversification vaccinale. Nous avons 2 types donc de vaccins, Sinopharm et AstraZeneca. Et nous allons bientôt également avoir probablement donc Sputnik et peut-être également donc Johnson. Ce qui permet dans cette diversification de vérifier quelles sont les populations donc cibles qui répondent le mieux à une stratégie plutôt qu'à une autre. Et puis, lorsque vous diversifiez, vous allez atteindre, et de façon encore plus rapide, cette immunité donc collective dans donc les prochains mois qui protégera la population donc vaccinale. Donc, on a fait vite, on a fait de façon intelligente et on a diversifié donc nos approvisionnements, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, le Maroc n'est pas en rupture de stock. Il a géré dans des conditions pénibles et difficiles à l'échelle mondiale les stocks existants. Et aujourd'hui, les populations vulnérables sont dans une stratégie de vaccination qui est vraiment la plus optimale. Pour gagner en efficacité, gagner en rapidité et gagner le pari. Ça, c'est pour la campagne vaccinale, professeur. Et puis, un rebond des nouvelles contaminations est constaté aussi pendant ces 3 dernières semaines. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste quant à l'évolution, cette fois-ci, des principaux indicateurs épidémiologiques, professeur ? Alors d'abord, premièrement, il faut de façon sereine analyser les indicateurs épidémiologiques. Quand vous analysez les indicateurs marocains, je pense qu'il faut quand même féliciter ce à quoi nous sommes arrivés. Aujourd'hui, nous avons un niveau de létalité inférieur à 1,8%, ce qui est un des plus bas au monde. Je vous rappelle que la moyenne mondiale, elle est de 2,3 et 2,4%, la moyenne européenne, la moyenne africaine. Donc le Maroc se situe parmi les létalités les plus faibles au monde. Le nombre de cas sous surveillance médicale continue à chuter. Je vous rappelle qu'en novembre, on était à 50 000 personnes sous surveillance médicale. Aujourd'hui, on est à 5 000. Et le nombre de cas graves a également donc diminué, puisque même les personnes qui sont dans des cas extrêmement critiques, c'est-à-dire intubées, ventilées, représentent à peu près 6% donc des cas graves. Mais cela ne nous empêche pas de rester extrêmement prudents et vigilants, de maintenir les mesures barrières que préconise donc le gouvernement, de maintenir le dépistage, c'est crucial, et donc le traitement donc des patients, et surtout que nous tous, Marocains, quelle que soit notre catégorie socio-professionnelle, de nous intégrer et d'adhérer à cette campagne vaccinale, car si nous arrivons à l'immunité collective dans les 3 prochains mois, eh bien le Maroc sera parmi les premiers pays à ressortir progressivement donc du confinement et des mesures barrières et revenir à notre vie d'avant décembre 2019. Donc 2 mots-clés, professeur, sérénité et maintien des gestes barrières. Professeur Jafar Heikel, je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Merci pour cet éclairage. La cadence de la vaccination amenée donc à augmenter dans les jours qui viennent. À la date d'hier, 16h, le total des personnes vaccinées avec la première dose s'élève à 4 731 440 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève à 4 219 876 personnes. Et pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs, eh bien jusqu'à hier, 16h, nous notons 102 nouveaux cas confirmés, des cas qui ont été confirmés donc, et 146 nouvelles guérisons. Nous déplorons malheureusement 7 nouveaux décès durant ces dernières 24 heures et puis le nombre des cas actifs qui s'élève à 5 058 personnes et celui des cas sévères ou critiques à 400 cas et parmi ces cas, 15 personnes sont intubées. Généralisation de la protection sociale, les premières attestations ont été remises aux catégories des travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité libérale. Parmi ces professionnels, la catégorie des Adoul. La cérémonie s'est déroulée au siège de la CNSS. Elle a été présidée par le chef du gouvernement, Saadi Latmani. Leila Hasli, Mohamed Chikir et Iman Ablou pour le commentaire. Les toutes premières attestations des indemnités de la protection sociale. Les bénéficiaires ne sont autres que les Adoul. هذه الفئة العريضة ديال السادة
Ce groupe professionnel n'a toujours pas eu de couverture sociale, plus maintenant grâce au chantier national de la généralisation de l'AMO à tous ceux qui exercent une activité libérale. Notre rôle est de garantir toutes les dispositions nécessaires à la concrétisation de cette opération d'envergure pour que l'ensemble des bénéficiaires puissent avoir accès à des prestations de qualité. Des prestations qui vont changer le visage du pays au plan social. De larges franges de la population seront soutenues dans leur combat face à la vulnérabilité et à la précarité. La généralisation de la protection sociale concerne dans un premier temps l'accès à l'amour au profit de 22 millions de Marocains, ne profitant jusqu'ici d'aucune couverture médicale. Et avec ce projet, le Maroc entre dans le club très fermé des pays dont la majorité de la population bénéficie des avantages de la protection sociale, intégrant les acteurs du secteur informel et les indépendants. Dans l'affaire de l'accueil par l'Espagne du dénommé Brahim Ghali, chef d'un groupe mercenaire, la plateforme internationale de défense et de soutien au Sahara marocain dénonce avec la plus grande vigueur cette présence du dénommé Brahim Ghali sur le territoire espagnol sous une fausse identité et avec un passeport diplomatique fourni par le gouvernement algérien au mépris des lois espagnoles elles-mêmes et du droit international. Les membres de la plateforme, qui sont au nombre de 3000 représentants de 155 pays, rappellent que le dénommé Ghali est le chef d'un groupe armé séparatiste et territoire dont la raison d'être est de porter atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, un État souverain pour servir l'agenda hégémonique de l'Algérie. Ils affirment également que le transport du dénommé Ghali par un avion médicalisé algérien avec un équipage algérien et l'octroi d'un passeport diplomatique algérien sous le faux nom de Mohamed Ben Battouche à cet individu constitue de nouvelles preuves indéniables de la responsabilité de l'Algérie dans le différend régional sur le Sahara marocain en tant que parrain du Polisario. La Casbah des Oudaya et son mythique Café Mort, un lieu incontournable qui témoigne de la richesse de l'histoire millénaire de Rabat. Rabat, ville-lumière, capitale mondiale de la culture. Ce lieu chargé d'histoire est, comme vous le savez, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. D'ailleurs, le directeur par intérim du bureau de l'UNESCO à Rabat a effectué cette matinée une visite de terrain avec comme escale le chantier de restauration du Café des Oudaya. Hassan Silla, Zakaria Moqenbillah et Malablou pour le commentaire. Cette vue imprenable sur le Bouregrag a certainement manqué à beaucoup de visiteurs. Siroter un thé à la menthe sur l'esplanade du Café Mort sera bientôt possible. Le célèbre établissement de Rabat est entièrement remis à neuf. Zellige, boiserie, pergola. Le café retrouve un nouvel éclat. C'est une histoire très longue qui a nécessité la contribution de beaucoup d'experts. Et plusieurs sont ici avec nous. Ils m'ont expliqué la complexité entre l'architecture, la sécurité, l'accord des populations. Mais ce café, ça fait partie de l'histoire et de la mémoire collective de cette ville. Autrefois obturées et délabrées, ces fenêtres sont aujourd'hui réhabilitées. Les dépendances de préparation du thé et de pâtisserie traditionnelle sont entièrement rénovées. Jouxtant le café, un restaurant d'art culinaire marocain verra le jour sur ce site, surplombant l'embouchure du Bouregrag sur l'Atlantique. La société civile a contribué dans plusieurs parties. La partie mémoire de ce café et aussi le suivi du travail et la partie conseil. Quand on parle du café, c'est la mémoire culturelle et historique des Oudaya. Car ce café a été construit dans les années 20, à la période du protectorat français. 12 mois, c'est la durée des travaux de restauration pour un coût de 1 500 000 dirhams. Amoureux du Café Mort, vous pouvez renouer très prochainement avec ce lieu mythique de Rabat. L'ouverture est prévue très prochainement, juste après la fête de Eid al-Fitr, dans quelques semaines. Violences faites aux femmes, 4 chercheurs marocains ont été primés pour leurs travaux de recherche traitant de la thématique justement. Les sujets primés se rapportent à la prise en charge des femmes victimes de violences au niveau législatif de la problématique et à l'approche psychosociale des violences faites aux femmes. Les précisions tout de suite en compagnie d'Amin Charkaoui, Mounia Marouche et Oumaima Ramli.
Ils ont été primés pour la pertinence et la qualité de leurs travaux de recherche. Ces 4 chercheurs ont tous choisi de se pencher sur un fléau qui ne cesse de miner la société, la violence faite aux femmes. Le centre a reçu 115 candidatures, dont 20 ont été retenues. Tous ces projets traitent de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et proposent des solutions pratiques. Les sujets primés entraient notamment aux cellules de prise en charge des femmes victimes de violences, au cadre législatif de la problématique et à l'approche psychosociale des violences faites aux femmes. L'ICESCO soutient cette initiative, car la femme a une place prépondérante dans la société et bien évidemment, il faut la soutenir. Rien que l'année dernière, à travers le monde, 6 millions de femmes ont rapporté avoir été victimes de violences, toutes formes confondues, selon des chiffres de l'ONU. Elle est entrée dans l'histoire du cinéma mondial en remportant à Los Angeles l'Oscar du meilleur réalisateur pour Nomadland. Je vous parle de Chloé Zhao. Cette brillante distinction fait d'elle la première femme américaine d'origine asiatique à remporter le prestigieux prix. Dans un discours d'acceptation, elle a récité un poème en mandarin qui l'a inspirée en tant que jeune fille. Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons, dit-elle, en traduisant le poème. Son film Nomadland est un road movie qui voit faire une veuve dans une ville économiquement sinistrée de l'Est américain quitter la vie sédentaire pour une longue errance à plein temps dans un camping-car, une expérience riche en enseignements. Et c'est un film poignant que je vous recommande vivement. Cap sur Oujda, dernière escale de votre journal. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir une tenue traditionnelle de toute beauté. Vous l'aurez peut-être deviné, je vous parle de la blousa oujdia, un habit 100% made in Oujda, mais dont la confection commence malheureusement à sombrer dans l'oubli. Et pour redorer ce blouson traditionnel, si l'on peut se permettre l'expression, eh bien, les stylistes de la région ne ménagent aucun effort, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Amin Amouré, Hafid El Houari, avec un commentaire d'Oumaïma Ramli. Capitale de l'oriental, Oujda, une ville riche par son cachet architectural mais aussi culturel. Et pour preuve, la tenue traditionnelle de la région, la blousa, fierté de l'oriental. Les femmes de la région portaient cet habit en toute grande occasion. Vous savez, la blousa est un habit traditionnel qui date de plus de 3 siècles, mais qui est de moins en moins visible. C'est dommage, elle fait partie de notre patrimoine. Un patrimoine auquel cette styliste tient à faire honneur. Dans son atelier, la blousa vit sous de nouveaux jours, se réinvente et s'adapte aux tendances. Je suis tombée sous le charme de cet habit il y a quelques années déjà. Je n'avais jamais créé de blousa auparavant. C'est ma tante, une ancienne couturière, qui m'a initiée et depuis, j'ai repris le flambeau en essayant de l'adapter au temps moderne. Une blousa digne des plus grands défilés de mode. Nous avons confectionné différents styles pour l'adapter à tous les goûts, surtout ceux des plus jeunes. D'ailleurs, c'est justement pour cela que depuis 2015-2016, nous avons lancé une formation au profit des jeunes filles non scolarisées et qui souhaitent perpétuer ce legs ancestral et y apporter leur touche. Et justement, pour contribuer à la pérennisation de cet habit traditionnel en tant qu'héritage culturel de la cité millénaire et de l'oriental, le festival de la blousa a vu le jour il y a déjà plus de 8 ans. Et c'est cette escale glamour, raffinement et élégance qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.